Aujourd'hui, c'est un voyage très spécial. Nous partons au pays de l'œnologie avec le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac. Merci de nous accueillir au bistrot du sommelier à Paris. Merci à vous d'être là et bienvenue dans la cave. Alors, qu'est-ce qu'un bon vin? Un bon vin, c'est d'abord un vin qui donne du plaisir. Je crois que c'est la finalité et c'est un peu ce qui nous entraîne sur la route effectivement de la découverte. Un bon vin, c'est un vin qui doit être déjà beau, qui doit sentir son terroir, son cépage et le savoir-faire du vigneron. Et c'est un vin qui s'accompagne aussi avec des plats. C'est un vin qui évoque pourquoi pas des souvenirs. Enfin, un bon vin, c'est à la fois quelque chose de simple, qui doit être accessible, mais qui a cette petite pointe de magie peut-être qui lui donne une dimension spirituelle particulière. Et comment reconnaître un bon vin? Au niveau olfactif ou au niveau visuel? Alors, on peut en goûter un, mais... Oui, allons donc en ouvrir un. Exactement. Alors montrez-nous comment déjà ouvrir une bouteille sans faire de bêtises. Exactement. Alors, ce qui est important, c'est déjà de prendre un objet utile. C'est ce que nous on appelle ça le couteau de sommelier. Donc il y a une petite lame, il y a une vrille dite queue de cochon, avec au moins 5 tours de manière à ce qu'on puisse descendre suffisamment loin dans le bouchon de liège. Et puis ici, une partie qu'on appelle le crapaud, et qui permet de faire l'effet de levier. Alors on commence ici, on ouvre juste dessous la bague, et non pas au milieu au-dessus, dessous la bague, parce que quand on aura fini d'enlever la capsule, comme c'est le cas ici sur cette bouteille à côté, on va s'apercevoir que quand on serre ensuite le vin, il n'y a pas du tout de vin qui va toucher la partie métallique ici. Donc ça ne souillera absolument pas. Et puis ensuite, couper dessous, ça sert de guide, et ça permet d'avoir un trait très droit et d'éviter les zigzags qui sont esthétiquement pas très jolis. Ensuite, on attaque le bouchon. Alors on n'attaque pas par-dessus comme ça, parce que sur les vieux bouchons, on risque d'enfoncer le bouchon à l'intérieur de la bouteille. Alors on fait d'abord, comme il y a une partie pointue qui est recourbée ici, on se met au centre du bouchon. On va pencher ça comme ça ici, on se met au centre du bouchon. Comme pointe, une cible. Voilà, et ensuite on redresse. Et là on est sûr d'être au centre. Et ensuite on donne... Alors on fait à peu près les 3/4 de la vrille. Voilà. On décolle le bouchon, comme ça. Cela fait levier. Exactement. Ensuite on finit 2 tours supplémentaires et on extrait le bouchon, faisant bien attention. Tac, tac. On peut guider vers la fin le bouchon en se servant du petit crapaud comme élément de guide et en le finissant doucement comme ça à la main. Alors il faut aussi éviter de faire un trop gros plouf, hein, parce que sinon on peut avoir un problème d'aspiration du vin et on peut tacher. Il ne faut pas coucher la bouteille donc. Voilà, ben, ici c'est une bouteille qui ne mérite pas d'être couchée. Par contre c'est le même phénomène lorsque l'on ouvre en panier, en faisant encore plus attention parce que le niveau du vin est beaucoup plus proche encore du bouchon. Très bien, donc à table on est obligé sur les vins rouges notamment, la et sur un vin qui est servi en panier, on sera d'autant plus prudent. Mais le principe reste le même. En pesant sur le bouchon, il faut que le bouchon sente bon, parce qu'il sent bon. Vous voyez ça, déjà, on sent déjà le vin, le côté... la qualité du bouchon vanillée. est importante. Que pensez-vous des bouchons en plastique que l'on fait maintenant ou des capsules? La qualité de bouchon, c'est un élément essentiel dans la conservation du vin. Faut-il du liège? Pour les grands vins, c'est vrai que le liège a à la fois la noblesse et surtout toutes les qualités d'élasticité, d'étanchéité, de conservation idéale. Par contre, le problème du liège aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de maladies qui sont développées. Il se désaltère. Et il se désagrège, pardon. C'est pas tellement ça. C'est surtout qu'il y a des petites bactéries ou quelques éléments microscopiques intérieurs qui vont donner ce fameux goût de bouchon. Et donc ça, c'est dramatique parce que le travail du vigneron pendant une année, le travail de la nature pendant des dizaines d'années, peut être complètement anéanti par un bouchon qui va dégrader ou apporter des mauvais goûts au vin. Et faut-il le changer, ce bouchon, lorsqu'il commence à se désagréger? On dit que le bouchon, ça dure une bonne vingtaine d'années. Mais moi, j'ai eu l'expérience de bouchons qui, au bout de 100 ans, étaient encore en bon état. Donc c'est toujours la question qui se pose quand on fait vieillir des vins très longtemps. En moyenne, on pourrait dire que on pourrait être amené à les changer au-delà de 30 ans. Mais en fait, ça se fait très très peu souvent. Mais est-ce utile? Ça peut être utile notamment pour les grands vins. Pour les sauver. Très chers, ceux pour lesquels il y a vraiment un intérêt à les garder très très longtemps. On peut prolonger effectivement leur espérance de vie en changeant les bouchons toutes les 30 ans en moyenne. Et faut-il tourner les bouteilles dans sa cave? Alors, surtout pas, c'est une légende. Ça vient du fait que notamment en Champagne, pour élaborer le champagne,
on fasse ce petit huitième de tour quotidien avec un métier qui est très joli, qui s'appelle le remueur, et qui va amener le dépôt au fond de la bouteille de manière à pouvoir l'extraire ensuite, parce que pour faire du champagne, il y a une deuxième fermentation en bouteille, il y a du dépôt donc, qui s'opère. Et donc, on a toujours cette image de gens qui tournent les bouteilles. Mais quand on a un vin fini, y compris le champagne, mais surtout pour tous les autres vins, au contraire, on les pose à l'horizontale dans des casiers, étiquette dessus pour repérer justement le dépôt qui va se former à l'opposé de l'étiquette. Et on ne les touche absolument plus. Il faut leur laisser la quiétude nécessaire pour pouvoir vieillir. Une température de 12 degrés à peu près. Ça, c'est l'idéal, entre 12, 14, voire jusqu'à 15 degrés. L'important, c'est d'avoir une stabilité dans la température, d'avoir une bonne hygrométrie, justement, pour que le bouchon garde toutes ses qualités, notamment d'élasticité. Il faut qu'il y ait environ 70 à 90% d'hygrométrie pour pas que le bouchon se dessèche. Sinon, on a des bouteilles dites couleuses, c'est-à-dire que le bouchon, la partie qui est en contact avec l'air, se rétracte et on peut avoir des petites pertes. Et là, on a non seulement le niveau qui baisse dans la bouteille, mais on a en plus une dégradation du vin parce qu'il y a une certaine oxydation. Et le choix du verre est-il important? Oui. Au niveau de l'évaporation, oui, au niveau l'oxygénation. Exactement, au niveau visuel, au niveau olfactif, et ensuite même au niveau de la dégustation. Ici, j'ai ramené quelques verres que j'utilise ici au bistrot du sommelier. Ça, c'est un verre très particulier qu'on appelle le verre impitoyable. C'est une série qui existe. Alors, on parle de cheminée, ici, quasiment, avec une partie resserrée ici qui permet de concentrer. C'est très bien pour la dégustation des vins blancs. C'est un verre un peu technique. C'est pas un verre tellement qu'on met sur table. D'abord, c'est pas très pratique pour boire. Oui, il est rare de voir un verre qui se rétrécit en embout, comparé aux autres. Exactement. Mais ça permet de concentrer les arômes. Par contre, il y a plusieurs handicaps à ce verre. C'est-à-dire qu'il est trop précis. Donc, il y a certains types d'arômes qui se développent que dans ces verres-là. C'est bien pour les analyser, c'est pas toujours bien à sentir. Et deuxièmement, c'est très difficile à nettoyer et à essuyer. Donc, pour la ménagère et même dans un restaurant, c'est pas très pratique. Celui-là est un verre un peu technique aussi, mais plus facile d'accès. C'est ce qu'on appelle le verre de type INAO. C'est le verre un peu de référence des concours de dégustation. Parce que si on sert, par exemple, on va servir ce vin dans ce verre-là. Je vous invite à le regarder, à le sentir. Merci. Par exemple. En le prenant comme vous le faites, c'est bien. Il faut le prendre plutôt par la jambe ou par le pied plutôt que par la partie supérieure. Si vous sentez ici ensuite, et si je prends par exemple ce troisième verre pour illustrer mon propos, on s'aperçoit que, vous allez faire le test, mais que pratiquement, bon, au niveau de la couleur, ça ne change pas grand-chose. On est sur du jaune doré, par exemple, avec une certaine concentration de couleur. Là, on est sur un vin de 98. C'est un vin du secteur de Côte de Bordeaux, Sainte-Macaire. Donc, c'est un vin blanc du Bordelais. Au niveau aromatique, par contre, allez, sentez-le. Vous allez voir, je vais une certaine concentration. Vous voyez ici, c'est complètement différent. Moins. Et vous sentez ici, est-ce que vous sentez beaucoup plus? Non. Mais normalement, vous devriez sentir beaucoup plus parce que logiquement, ici, il y a une concentration très forte. Là aussi. Et par contre, ici, moins parce que automatiquement, la partie est plus évasée. Et donc, on s'aperçoit que c'est le même vin. On peut servi dans des verres différents. Que sans le dire, en dégustant comme ça, sans prévenir les gens, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas le même vin, tellement ils sont différents. Et l'influence des arômes, donc de l'olfaction, intervient aussi intellectuellement sur une différence qu'on peut percevoir au goût. Ce qui est étonnant, mais ce qui se traduit par une vérité en termes de dégustation. Et donc un verre est composé de différentes parties. Un bon verre à vin, c'est quoi? C'est un verre avec un pied, pour qu'on puisse le poser, c'est la moindre des choses. Mais il y a des verres qui n'ont pas de pied, c'est-à-dire que c'est un style tumbler ou des verres à cocktail où il n'y a pas de pied. Mais là, un pied. Ici, on a une jambe. Et pour un vin blanc, il faut qu'elle soit la plus haute possible, de manière à ce que, notamment avec la chaleur du corps, on ne vienne pas perturber l'équilibre de la température choisie pour la dégustation, parce que c'est un élément aussi important. La température de stockage, c'est bien. La température ad hoc pour déguster le vin, c'est encore mieux. Par exemple, un vin de ce style-là, le vin blanc la plupart des vins blancs peuvent être servis entre 8 et 12 degrés à peu près. Et un vin rouge? Les grands vins blancs, capiteux, charnus, comme les grands bourgognes blancs, par exemple des Montrachet, des vins du secteur de Chassagne, des Cortons Charlemagne, peuvent être servis autour de 12-13 degrés même. Par contre, des vins blancs un petit peu plus vifs, entre deux mers, muscadés par exemple, certains vins blancs du sud de la France, peuvent être servis autour de 7-8 degrés. On ne recherche pas la même chose. Et plus le vin
un potentiel d'expression dense, au plus on peut le monter en température, il va Et le vin bien se rouge, dégoter. il doit être Et pour les vins servi rouges, on peut servir soit des vins rouges quelle un petit peu température? tendres, style Beaujolais nouveau, ou des vins primeurs de façon générale, on peut les servir à 12-13 degrés, c'est-à-dire température quasiment de cave. Et pour des grands vins rouges, on va aller autour de 18-19 degrés, voire 20 degrés pour certains. Pas trop non plus, parce que le problème de la température, c'est que ça inhale davantage, donc c'est superbe au niveau des arômes. Par contre, au plus la température monte, au plus également le côté alcool va ressortir, et c'est cet équilibre olfactif qui est important. Donc le pied, la jambe, et cette partie-là s'appelle la paraison. La paraison, c'est donc le réceptacle du vin, D'accord. et cette paraison se termine par une partie ici, qui s'appelle le buvant, et qui est en même temps la partie qui permet de concentrer les arômes et de terminer juste un peu au-dessus ici, parce que le buvant se referme. Donc il y a un peu le phénomène de ce qu'on appelle la croix olfactive, c'est-à-dire le point à partir duquel on va percevoir le plus d'arômes. Hein, c'est si le verre se refermait ici, on aurait à peu près 5 cm au-dessus du verre cette petite croix olfactive imaginaire. Donc c'est d'abord le sens olfactif qui est le plus... C'est un élément important. On estime qu'on a à peu près la possibilité d'identifier 600 types de parfums différents dans les différentes familles, dont les principales sont les notes florales, les notes fruitées, les notes épicées, les notes balsamiques. On parle de la couleur, de la robe. Mais pour bien déguster un vin, donc on commence par la couleur, ce qu'on disait il y a quelques instants. Observer à la fois l'esthétisme, c'est-à-dire l'équilibre de sa couleur, voir si c'est beau, c'est important, l'esthétisme du goût. Ensuite, analyser les reflets. Par exemple, là, on est sur un vin qui a déjà 6 ans d'âge, 98, 6, bientôt 7. On est sur un vin qui a un doré qui est assez marqué déjà. On peut avoir des vins beaucoup plus clairs, plus jeunes, avec des reflets verts, alors que là, on est sur des reflets dorés, voire un peu vieillords. Et quand on goûte des très vieux vins blancs, on a carrément un côté presque acajou, des arômes bruns. C'est une oxydation maîtrisé, mais qui existe avec le temps parce que c'est un produit vivant qui évolue, y compris dans sa couleur. Ensuite, on le sent. Donc ici, on sent par exemple des arômes de fleurs très printanières. On a une petite note un peu très imagé. Boisée, un peu vanillée. Bon, il y a un peu de bois, c'est assez logique dans ce genre de vin. Et le pays où vous avez dégusté les meilleurs vins? Ça reste la France. Hein. Franchement, on est gâtés. On a la chance d'avoir en France une palette extraordinaire de vins. Un peu partout et on est quand même très gâté. Par contre, j'ai l'occasion moi de voyager souvent. Quand je préparais le concours de meilleur sommelier du monde, j'ai fait pratiquement le tour du monde. Depuis, je l'ai refait pour voir un peu comment ça évolue. Vous voyagez en fonction des vins? Je voyage pas mal en fonction des vins parce que j'ai quand même une vie professionnelle assez intense. Et donc j'ai l'occasion de participer à beaucoup de manifestations, de salons. Avez-vous une carte œnologique du monde? J'ai en tête une carte œnologique du monde où je mets effectivement des petits signes qui permettent de me dire dans quel endroit je ne suis pas encore allé pour pouvoir justement compléter mon circuit. Philippe, nous pourrions vous écouter pendant des heures, nous parler du vin, mais si l'on veut en savoir plus et si l'on veut tout découvrir, le mieux est tout de même d'acheter votre livre Vin et mets du monde, n'est-ce pas? Exactement. À très bientôt. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez regarder l'émission sur le site qui s'affiche en bas de l'écran ou bien m'écrire à nadine@libertytv.com. À bientôt.